Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une info qui va être consacrée à un organisme moi, que j'ai appris à connaître qui s'appelle l'Emphase et c'est grâce à toi, Jimmy, que j'ai découvert l'Emphase. Je te salue, Jimmy Simard et Karine Vallière. Karine, tu es directrice générale de l'Emphase. Emphase, comme ça. Oui. Et Jimmy, qu'est-ce que tu fais chez Emphase, toi? Moi, je suis intervenant. Intervenant, puis si je me souviens bien, là, 2 ou 3 ans, on s'était vu au Powwow de Woodinac. Oui, exactement. Puis tu faisais de l'animation, tu tenais un kiosque, tu faisais de... J'avais pas de kiosque, en fait. J'étais un bénévole pour l'organisation. OK, puis là, je t'avais vu là, puis on Oui. s'était jasé, puis là, j'avais découvert ton métier. Bon, Oui. OK, mais C'est le ça. monde est petit. Fait que là, on a dit, on les fait venir en studio pour en parler de long en large. Karine, c'est quoi ça, Emphase? C'est un organisme communautaire, donc c'est un organisme sans but lucratif basé à Trois-Rivières, mais on touche la Mauricie, centre du Québec. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Et la mission, c'est quoi? En fait, Emphase, c'est une ressource pour hommes et adolescents abusés sexuellement dans l'emphase ou à l'âge adulte. Ça fait 10 ans cette année qu'on existe sur le territoire Mauricie, centre du Québec. À la base, j'aime bien raconter comment cet organisme-là est né, en fait, parce que c'est à l'initiative d'un homme à qui c'est arrivé, justement, dans le fond, notre président fondateur, Jean-Marc Bouchard. C'est un homme qui était originaire de la région, qui a travaillé à l'extérieur, en fait, dans la région de Montréal. Puis, dans le fond, il a utilisé les services d'un organisme qui est un peu comme nous, là, CRIFAS, à Montréal. Parce que justement, son parcours de vie n'a pas été toujours facile. Justement, là, lui, il était victime d'abus sexuels à l'adolescence. Donc, il a utilisé ces services-là à un moment de sa vie où il était rendu au point qu'il avait vraiment besoin d'aide, justement. Puis ça a tellement changé sa vie aussi que quand il est revenu dans le coin ici, il a réalisé qu'il y avait un trou de service, finalement, pour les hommes de la région ici. Fait qu'il a fait toutes les démarches justement pour essayer de créer cet organisme-là. Puis il y a eu le soutien quand même du CIUS ici de la région et d'autres collaborateurs, d'autres partenaires parce que littéralement, il y avait un trou de service, justement. Fait que c'est sûr que ça a commencé tout petit. Les premières rencontres se sont faites jadis dans son sous-sol. Il y a eu des intervenants à contrat, temps partiel qu'il y avait au tout départ. Puis on peut dire, par exemple, qu'après 10 ans, là, on est rendu, dans le fond, à 5 points de service officiels. En fait, on a 3 rivières, mais pour être présent vraiment partout sur le territoire. Maintenant, on a à Shawinigan, à Victoriaville, à Drummondville, à Latuc, puis justement, 3-Rivières. OK. Donc c'est quand même, on salue M. Bouchard, quand même, il a fait un travail de pionnier très important. Oui. Tu parlais de trop de services, puis on s'est préparé un peu pour l'entrevue, puis on dit on va parler des vraies choses, puis on va nommer des choses. Et moi, je suis un peu étonné, puis je suis étonné, puis je suis pas étonné d'entendre que ça a juste 10 ans. Parce que, exemple, des mesures, puis c'est pas mettre homme comme femme, là, c'est pas ça du tout, mais des ressources pour venir en aide aux femmes victimes de violences, victimes d'abus sexuels, il y en a depuis des années. Pourquoi il n'y en avait pas au centre du Québec, par Mauricie? C'est parce qu'il y a un tabou, que les hommes, c'est un tabou associé à dire on ne veut pas d'aide, on est gêné de demander de l'aide parce qu'on est abusé. Le gars fort, moi, c'est pas vrai que je vais demander de l'aide, tout ça. C'était tout ça? Ou il y a Bien, il y a entre autres toutes OK. ces réponses-là. Là. OK. C'est sûr que nous, on dit souvent chez Emphase que le tabou, dans le fond, les abus sexuels chez les hommes, c'est souvent le tabou dans le tabou. Là, c'est encore un défi supplémentaire. Tout ce qui est relié aussi veut pas à ce que la société véhicule au niveau de la masculinité, qui devrait être un homme, ça ne demande pas d'aide, ça se doit d'être fort et tout ça. Il y a eu longtemps, je pense, puis qui est encore présent. Par contre, le mouvement MeToo, même si je pense qu'il y a mis en lumière beaucoup de femmes, justement, victimes. La phase qu'on a eue il y a quelques années de C'est ça, dénonciation en 2017 publique environ, d'abus sexuels. 2017, puis Ça a mis ça dans l'actualité en lumière. Là, Exact. Puis, tu sais, je pense qu'on a quand même fait on a quand même un peu surfé sur cette vague-là, au sens que, tu sais, ça a permis quand même de briser certains tabous, en tout cas, de débuter d'en briser plus à ce moment-là, je pense. Puis, il y a eu tout le rapport Rebâtir la confiance aussi, là, qui a eu beaucoup, 191 recommandations, là, qui a été fait. C'était une commission. Si on veut. En fait, c'est un peu comme une enquête. Oui, exactement. Okay. Pour vraiment mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles, justement, dans tout leur parcours, leur cheminement, là, puis tout ça. Puis, justement, on a eu la chance, entre autres, justement, de notre président fondateur. Il a été mandaté pour être sur ce comité-là. Fait qu'il a pu mettre en plus aussi la lumière que, tu sais, des victimes, oui, il y a des victimes
femmes des agresseurs hommes, mais il y a des victimes hommes aussi, avec des agresseurs hommes-femmes. Tu sais, dans le sens qu'il y a des victimes, qu'on soit femme ou homme, finalement. Fait que déjà, tu sais, c'est par plein de petites actions comme ça que je pense qu'il y a de plus en plus on cherche à faire changer les mentalités, faire évoluer la société aussi là-dedans. Puis évidemment, ben, c'est un OSBL, donc un conseil d'administration. Il y a Exact. des gens qui s'impliquent. Moi, je salue ça, hein, qui le font bénévolement. Et tu as une équipe, on est combien à travailler chez Emphase? Oui, bien, je dirais, tu sais, dans les... moi, ça fait 2 ans présentement que je suis là. Puis quand je suis rentrée, il y avait 4 personnes justement qui étaient là. Puis dans l'espace de justement, là, dans l'année suivante, dans le fond, j'ai embauché une coordination des services aussi, là, vu qu'on s'est allé encore plus sur le territoire. Puis j'ai embauché 2 autres intervenants aussi, là, fait qu'on est rendu avec une équipe de 8 aussi, là, pour couvrir le territoire, en fait, là. Mais ça montre aussi qu'il y a une problématique. Là. Si on engage du monde, c'est pour qu'ils travaillent, parce qu'ils ont de l'ouvrage. Ils ont du pain sur la planche. Exactement. Puis d'en parler, C'est moi, je te souhaite qu'il y en ait 30 employés à un moment donné. Quoique je souhaiterais qu'il y en ait 0. Si la problématique n'existait pas. On Mais aimerait ça ultimement à m'amener, c'est ça. Mais ça, c'est... Ouais. Puis au niveau des bailleurs de fonds, moi, j'ai entendu tantôt le CIUS avait aidé. Moi, je salue ça, que le CIUS ait vu, il y a 10 ans, avec M. Bouchard, qu'ils l'ont aidé, puis ils ont aidé à partir ça. Je présume que le gouvernement du Québec finance Emphase. Bien, la plupart des organismes, un peu comme nous, dans le fond, ça s'appelle le PSOC, en fait. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui finance principalement notre mission, en fait. C'est sûr que si on s'arrêtait juste à ça, je pourrais pas dire qu'on serait 8 personnes à travailler parce qu'évidemment, ça ne suffit pas à couvrir tous nos frais et tout ça. Là. Donc, c'est sûr qu'on est imaginatif après pour aller... campagne de financement, exactement, activité. ou aller vers des fois d'autres programmes qui vont permettre d'aller chercher des fonds, d'autres bailleurs de fonds là, par des projets qu'on va mettre en place ou des activités, tout ça. Etc. Donc, il faut être ingénieux. Puis évidemment, ces subventions-là, bien, ne sont pas récurrentes. Fait qu'à chaque année, on se réinvente puis on essaie de trouver de l'argent supplémentaire. Là. Puis on va parler des services. Puis là, vous êtes Jimmy, et là, il parle pas, il va parler. Oui. On ne te met pas de côté, mon cher, tu vas voir, tu vas être en action. Mais dans ton équipe, tu as Jimmy, entre autres. Yes. Bon, on le donne. Au niveau des services, qu'est-ce qu'on offre comme service? Bien, chez Emphase, dans un premier temps, on offre du soutien individuel. Donc, quelqu'un qui peut... les hommes arrivent chez nous, que ce soit par justement le contact direct, des fois ça peut être par référence. D'ailleurs, je tiens à le mentionner, c'est un service qui est gratuit. Donc, et confidentiel. Et confidentiel, souvent, tout à faut fait. dire, parce que des gens ils ont une difficulté à l'exprimer, ils ne voudraient pas que ça se sache. Il y a peut-être des gens qui sont rendus une démarche, qui veulent l'exprimer publiquement, mais ceux qui ne veulent pas le faire, c'est anonyme. Donc, on a justement Valérie, qui est notre coordinatrice, dans le fond, qui va prendre les premiers renseignements, puis qui va s'assurer de l'accompagner vers le bon intervenant dans un premier temps. Donc, c'est du soutien individuel qu'il peut avoir pendant plusieurs séances, justement, pour mieux comprendre ses Donc, on rencontre quelqu'un, on explique ce qu'on a vécu, puis on... Puis, tu sais, il faut se rassurer aussi, souvent, les hommes, c'est que, tu sais, ils ne sont pas obligés de te raconter leur expérience en tant que telle. Des fois, ça fait peur de dire, tu sais, c'est au moment... S'ils veulent le faire, ça va être au moment qui sont prêts, puis de la manière qu'ils veulent le faire, tu sais, on y va à leur rythme, mais tu sais, il y en a qui le feront même pas nécessairement parce qu'on sait qu'on va aller travailler là, ici, maintenant, pour les aider. Tu sais, ça, il y a de l'accompagnement justement pour eux, puis pour leurs proches aussi. Parce que des fois, tu sais, ça reste que ça peut être la conjointe qui accompagne cette personne-là, ou un ami, ou tu sais, fait que ces personnes-là aussi d'aider à comprendre la situation que. Donc, l'accompagnant, la personne significative peut être rencontrée aussi. C'est ça, tout à fait. Les deux ensemble ou à part, ça peut être aussi? Tout dépendant comment ils veulent. Là. Puis tu parlais tantôt de référencement. C'est pas obligé d'être un professionnel de la santé qui me réfère pour y aller. Je pourrais. C'est ça. Puis je voyais, tantôt, je préparais ma recherche, tout ça. J'ai été voir le site web et j'ai remarqué quelque chose en haut à droite de votre site web. Qu'on peut sortir rapidement, oui, c'est ça? Oui, ça va marquer. Oui. Parce que dans le fond, tu es en train de consulter ça, puis tu veux peut-être pas que les gens le sachent. On veut pas que ça reste dans l'historique de recherche, quelque chose comme ça. Il y a un piton, dans le fond, qui efface l'historique. Exactement. Okay. Automatiquement, peu importe si c'est pas programmé sur notre ordinateur. Ou il y a quelqu'un qui arrive, puis tu veux pas qu'il voit que tu es en train d'être sur la... Puis c'est loin d'être honteux d'aller sur la page web de Emphase, mais dans le fond, c'est une façon... On est conséquent dans l'anonymat, la confidentialité, etc. Tout
fait. Donc, rencontre individuelle, outre ça, est-ce qu'on a d'autres services? Suite à ça, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui vient vraiment aider encore plus la personne. On peut avoir du soutien de groupe par la suite à ça. Donc, tout dépendamment, c'est différents thèmes qui sont abordés. Donc, tu sais, les hommes, ils se retrouvent dans un lieu sécuritaire avec d'autres personnes, puis ils se rencontrent justement qu'ils ne sont pas seuls là-dedans, puis ils partagent justement leur vécu, puis de normaliser aussi tous les ressentis, les émotions qu'ils peuvent y avoir eu. C'est sûr que c'est accompagné tout le temps par 2 intervenants aussi pour être certain qu'ils sont dans un lieu sécur aussi, parce que ça revient des fois brasser certaines émotions et tout ça, mais ce parcours-là, suite justement à du soutien individuel, là, c'est vraiment très complémentaire à tout ça. Tu te rends compte que oui, c'est pas plaisant ce que tu as vécu, mais il y en a d'autres qui l'ont vécu, puis c'est normal que tu aies eu des réactions comme le gars qui était à côté de moi, il a vécu la même affaire. Fait que là, ça vient comme te rassurer un peu dans ton cheminement. Donc, c'est ça. Groupe individuel, est-ce que gros individu, rencontre de groupe, outre ça? Bien, c'est sûr que sinon, si on parle de plus un peu tout ce qui est, on fait de la sensibilisation à la population, en fait. Donc, tu sais, autant dans des écoles que dans d'autres organismes. Donc, toute cette partie-là pour justement, là, briser des tabous et tout ça. Puis justement, ce que tu me dis, c'est que dans le fond, vous allez rencontrer même des professionnels de la santé. Tout à fait. Le gars qui vit ça, c'est pas rien. Prends-le. On ne dira pas, je chicanera pas le professionnel de la santé, mais soit à l'écoute, puis ça se peut que ce soit ça la base de son problème de violence, son problème de puis relié à ça, justement, ça c'est un autre volet qu'on a. On fait de la formation auprès de toute personne qui est susceptible de recevoir un dévoilement. Donc, ça peut être des infirmières, des gens qui travaillent en milieu scolaire, tout à fait, c'est ça, parce que ça reste que l'abus sexuel chez l'homme, bien, il y a quand même des spécificités qui sont propres à cet homme-là dans son vécu, dans ses réactions et tout ça. Donc, tu sais, on le rend pas un professionnel de la problématique. Par contre, il devient un peu la personne la mieux placée après pour faire le relais avec nous, pour bien accueillir ce dévoilement-là, puis être confortable avec ça, parce que si je parle même au niveau des adolescents, quand en bas de 18 ans, c'est une obligation de dévoiler aussi, de faire un signalement à la DPJ. Oui. Il y en a beaucoup, c'est une confrontation avec leurs valeurs eux-mêmes, ils ne sont pas confortables avec ça. Fait que les outiller à les rendre confiants, puis de leur expliquer pourquoi c'est important, puis c'est une obligation légale de le faire, bien, là, les gens sont plus confortables avec ça, puis ils se sentent plus outillés, puis prêts à recueillir ce dévoilement. Juste élargir un peu, dans le fond, les gens qui nous regardent, si on voit une négligence envers un enfant, un crime qui est commis avec un enfant, il faut que tu le dises. Il faut que tu le rapportes. La loi dit ça. Tu ne peux pas dire « je ne le dis pas ». Il faut que tu le rapportes. OK. On oubliait-tu? Il y a un programme auprès des ados? Oui, on a notre volet justement adolescent, que ça fait 2 ans environ qu'on a plus développé justement. C'est sûr justement que notre intervenant peut se déplacer en milieu scolaire et justement mieux accompagner justement cet adolescent-là. Puis ce qui est intéressant, c'est sûr, parce que les hommes, des fois, ça peut prendre 20, 30, 40 ans avant qu'ils parlent de leur abus sexuel. Fait que c'est sûr que plus tôt on est capable de donner des outils aux adolescents chez qui c'est arrivé, bien, on diminue la chance de cristalliser, en fait, des moyens de survie qu'ils mettent en place, sinon, pendant toutes ces années-là. Donc, c'est sûr que nous, de faire de la prévention puis d'accompagner si on sait là, qu'il est arrivé. On prend le problème plus vite. En amont, il va moins gonfler dans le temps. Tout exact. Ça. Puis faire de la prévention. Tantôt, tu le parlais, de prévention, tu sais, d'allumer les ados, les jeunes même, à dire, regarde, ça, c'est une situation qui est problématique. C'est pas à vivre ça. Je pense qu'autant les ados, c'est intelligent, là, dans le sens que, tu sais, ils sont informés de plus en plus depuis des années, tu sais, mais que, tu sais, les adolescentes sont bien informées, mais là, qu'on prenne conscience de les montrer aussi aux adolescents qu'on est là aussi. C'est ça qu'on entendait autant de eux aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour les gars, par exemple? Fait que je pense autant eux aussi, mais ça demande des filles puis des gars autant. Là, ils veulent savoir connaître qu'est-ce qui existe comme ressources pour les garçons quand ça arrive aussi. Puis, si on veut bénéficier de vos services, comment on rentre en contact? Avant ça, est-ce qu'un proche peut vous contacter?
Et est-ce que c'est souhaitable que ce soit le proche? Bien, ça arrive des fois, Jimmy OK. pourra peut-être le dire même. Ouais. Là, tu sais, souvent, ça va être la première personne, souvent, va se tu sais, l'homme ou l'adolescent va souvent se confier des fois à un ami ou quelqu'un de proche. Fait que des fois, tu sais, la personne va prendre l'information pour justement la remettre à la personne parce que justement, il y a trop de malaise d'appeler et tout ça. Fait que ça arrive justement qu'on donne OK. l'information. Fait Fait que que, je sais non, pas, non, c'est pas une c'est mauvaise courant idée. que, OK. oui, que conjointe ou ami, des fois, OK. appellent pour prendre l'information. Puis on Là. appelle le numéro de téléphone, c'est quoi? Oui, dans le 819 Oui. 519-4273. Il y a par le courriel info qui est sur le site Internet aussi quand les gens veulent prendre l'information tout simplement OK. aussi. On a notre Facebook aussi qui est intéressant parce que les gens, des fois aussi, c'est une autre manière, vous pouvez passer par le Messenger, des fois, pour prendre des premières informations quand les gens sont un petit peu sont plus mal à l'aise et tout ça. Donc, Puis le retour est rapide, évidemment. Moi, j'ai écrit en phase via Messenger. C'était pas pour avoir de l'aide, c'était pour booker l'entrevue, mais le retour était rapide. Là. 24 à 48 heures, Ouais, généralement, on a quelqu'un qui va vous contacter. Puis c'est assez rapide pour le mettre en contact avec un intervenant par la suite. Là. Donc, on se tourne. Quoi que tu vas pouvoir continuer à intervenir, Ouais. Karine. Merci, c'était bien Salut. informatif. Jimmy Simard, bon, répète-moi, qu'est-ce que tu fais, ton travail, toi? Bien, moi, je suis intervenant pour Emphase, là, ça fait déjà plus de 6 ans. C'est moi qui ai le plus d'ancienneté dans la boîte. J'ai vu évoluer pas mal l'organisme. Tantôt, quand Karine mentionnait que quand elle est arrivée, il y avait 4 personnes, ben moi, il y en avait encore moins. Quand tu es arrivé, t'étais pas le premier. Ben, Non, j'étais pas le premier tu as connu Jean-Marc, employé. toi, là. Oui, OK, oui. bon, c'est ça. OK. Mais moi, j'ai été engagé alors qu'il n'y avait même pas de système de paie. Donc, j'étais payé comme intervenant, mais à contrat, par chèque. Ça fait que oui, c'était une ancienne façon de faire les Il fallait que choses. ça commence quelque part. Puis, on n'avait pas les mêmes locaux non plus. On était dans un organisme qui était concept. Où il y a beaucoup d'organismes déjà qui sont présents. Maintenant, on a d'autres locaux un peu plus proches du pont qui sont un petit peu plus haut de gamme, je dirais. Oh oui. Parce qu'on Ben, est c'est ça, rendu- l'organisme prend de l'ampleur, puis ça Ouais. apparaît dans les locaux. Puis ton intérêt, parce que toi, tu es formé en quoi, toi, tu dis? Moi, je suis travailleur social OK. de formation. Je fais partie de mon ordre professionnel. OK. Ça fait plus de 20 ans que je travaille comme travailleur social, comme intervenant dans différentes circonstances avec différentes clientèles. OK. Puis pourquoi? Parce que le travail social, on peut travailler avec les personnes aînées, on peut Oui. travailler avec les jeunes, on peut travailler en milieu carcéral, on peut... il peut y avoir des travailleurs sociaux partout, il n'y en a peut-être pas assez, en tout cas, je pense, des fois. Mais pourquoi cette problématique-là des hommes et des adolescents agressés sexuellement? Bien, déjà, quand je terminais mon bac en travail social, ce que je trouvais, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'organismes qui aidaient les hommes en tant que tels. Souvent, les organismes qui existaient pour aider les hommes, c'était par rapport à des comportements que ces hommes-là avaient qui étaient un peu plus dérangeants pour la société. On parle un peu plus de problèmes de violence au niveau de la conjugale, par exemple, ou sociale. Mais des hommes qui vivaient des détresses, différentes problématiques, il n'y avait rien ou pratiquement rien pour les aider. Puis moi, quand j'ai vu qu'il y avait Emphase, que j'ai découvert ça, ben, je me suis dit, ah oui, je veux travailler avec cette clientèle-là. Puis ça faisait déjà quelques années que je participais à des formations un peu plus spécifiques en lien avec l'intervention auprès des hommes, entre autres avec Gilles Tremblay, qui est un chercheur qui est quand même reconnu aussi dans ce domaine-là, Pierre Lheureux. Donc, j'ai suivi quelques formations là, avec eux, avec d'autres penseurs aussi qui avaient à cœur justement le travail avec les hommes qui avaient différentes difficultés. Là. Parce que le constat que tu avais dans tes études, à la fin de tes études, il y a d'autres qui l'avaient eu, ce constat-là. Oui. Mais là, il y a des gens qui se mettent en action, dont Jean-Marc, là, de dire Oui. on va faire un organisme dans la région Mauricie-Centre du Québec. Et je voulais commencer avec toi, dans le fond. Qu'est-ce qui. Puis on l'a abordé, tu sais, les gens quand ils approchent, mais c'est quoi qui fait le déclenchement? Tu
sais, de l'homme qui dit, moi, je veux avoir de l'aide. C'est une tentative de suicide, Ça peut c'est un être très problème variable. sexuel. Ça peut être très variable d'un homme à l'autre. OK. Il y a certains hommes qui, par exemple, vont vivre différentes problématiques, justement, vont consulter pour ces problématiques-là, comme par exemple problème de dépendance au niveau de l'alcool, des drogues et tout ça. Ils consultent, ça fait peut-être quelques fois qu'ils font des thérapies, puis ils se rendent compte que finalement, il y a quelque chose, ils traitent peut-être le symptôme, mais pas nécessairement la source de ce qui a déclenché ce besoin-là de consommer et tout ça. Puis ils découvrent à un moment donné que peut-être que c'est lié. Donc, ils viennent chercher de l'aide à ce moment-là, ou encore on nous les réfère directement. Il y a à peu près le tiers de notre clientèle qui est référée par d'autres intervenants qui travaillent avec différentes problématiques, différentes clientèles et tout ça, qui voient que peut-être ça pourrait aider ces hommes-là s'il y avait de l'aide directement d'emphase. Mais y a-tu puis on va parler de définir justement c'est quoi un abus? C'est bon, ouais, mais il m'est arrivé ça, mais c'est-tu un abus? Y a-tu des gens qui ont été abusés puis qui nient qui ont été abusés ou qui ne perçoivent pas que c'était un abus? Il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans nos services, puis que même dans les premières rencontres, ils ne sont pas convaincus qu'ils ont vraiment été abusés. Okay. Que ça a l'air tellement banal comme gestes qu'ils ont vécu qu'ils ne sont pas sûrs à 100% si c'était un abus ou pas. Okay. Parce que parfois, c'est pas un viol violent. Là. Non, en fait, dans la majeure partie des cas, des gens le viol, qui c'est un viennent viol, mais dans le sens que il n'y a pas eu de coup de frapper, il n'y a pas eu de contrainte. C'est un adulte qui est en position d'autorité et qui s'en est servi. Puis c'est ça qui, souvent, va mettre de la confusion. C'est que la plupart des hommes qui vont avoir vécu un abus, c'est d'une personne qu'ils connaissent, puis en qui ils avaient confiance, qui faisait partie de gens qui étaient importants pour eux. Ça fait qu'il n'y avait pas l'impression nécessairement qu'ils pouvaient se faire abuser par ces personnes-là. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un, un ami, entraîneur, un professeur, effectivement. Un prêtre. Effectivement. Donc, il y a une relation de confiance qui s'était établie avec cette personne-là. Puis, ça a été progressif la plupart du temps on commence à parler de sexualité, on commence à poser des questions peut-être un petit peu plus crunchy. As-tu une blonde? Qu'est-ce que tu fais avec? Puis après ça, ça peut amener à dire, je vais t'initier. Je vais te montrer. D'abord, tu as de l'air un peu plus mature que d'autres. Puis on vient comme valoriser ce comportement-là aussi. Ouais. On donne des cadeaux, on dit... c'est ça. Puis souvent, chez les jeunes garçons particulièrement, justement, les abus, ça va commencer avec sous forme de jeu. Ça va être présenté sous forme de jeu par l'abuseur. Ou encore, justement, par une initiation à la sexualité. Tu es assez mature, tu es spécial, je vais te montrer quelque chose qu'il n'y a pas d'autres personnes qui connaissent, puis il faut garder ça entre nous autres, etc. Mais ça, va me permettre un aparté. On est là, on est en adulte, les gens qui nous regardent aussi. Tu sais, il y a des gens, c'est ça, là, tu parles d'un apprentissage, puis là, on voit ça des fois, des gens, les Grecs faisaient ça. Là, ils vont dans l'Antiquité grecque, là, puis là, le maître et l'élève, tout ça. C'est bon, en 2024, y a-t-il encore du monde qui pense qu'un adulte avoir des relations sexuelles avec un enfant, c'est une bonne idée? Excuse-moi d'être clair de même, je pense mais pas, on entend ça, il y a des gens qui essayent de justifier leur comportement oui. pédophile, puis qui essayent de se trouver des racines historiques, puis des théories, je sais pas, qui n'ont pas d'allure, mais y a-t-il encore du monde en 2024 qui rationnellement pense ça? C'est pas beau. Ça, je pourrais pas répondre. Je pourrais pas répondre par rapport à ça parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un abuseur, je suis pas un spécialiste de ça du tout. Mais par contre,
il y a beaucoup de fausses croyances. Ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances que les abuseurs peuvent avoir pour comme expliquer ou justifier leurs actes. Donc, il y a certaines de ces fausses croyances-là, entre autres, que c'est pas si grave que ça, il n'y avait pas de violence, je ne l'ai pas forcé, etc. Mais c'est des fausses croyances. OK. Puis, par rapport à la victime, il y a aussi des fausses croyances qui s'installent et qui vont faire que cette victime-là va avoir de plus en plus de difficultés à aller chercher de l'aide au fur et à mesure qu'elle va vieillir. Parce qu'il s'est mis il y a comme une relation qui s'est développée, il y a eu abus, il est revenu, j'ai eu une érection. Oui, effectivement. Ça veut dire que ça me plaisait. Le corps réagit, donc ça veut dire que je dois être consentant quelque part. Okay. Mais sauf que la victime, c'est pas une réalité. Okay. C'est pas parce que j'ai eu une érection ou une éjaculation au moment d'un geste à caractère sexuel qu'on m'a imposé que j'étais consentant pour l'avoir. OK. C'est sûr faut l'entendre. Tu te dis, là, puis il y a des gens qui ont vécu ça, qui nous regardent en ce moment, c'est de comprendre ça. Là. C'est pas... Puis en partant, un adulte n'a pas à faire avoir une relation sexuelle avec toi qui est un enfant. Effectivement. Puis tu sais, j'apporterais même la notion aussi que au niveau quand aussi l'agresseur est une femme aussi. Tu sais, nous, dans notre clientèle, on a environ 30 justement qui c'est avec une femme. Puis tu sais, quand ils ne sont pas conscients de comment, tu sais, ils sont pas des cas isolés, dans le sens, mais c'est pas plus, acceptable parce que c'est encore une fois, c'est dans la position d'autorité. Donc, on entend ça entre gars, nous autres, un beau de chanceux. Exact. Fait qu'il y a cette pression-là aussi des autres gars. Une belle prof, puis là, tu avais 13 ans, mot de chanceux. Mais mot de chanceux, c'est... ma gardienne. Oui, mais ça, on va le dire. On va le dire, Jimmy, Karine aussi, c'est... De vivre, tu peux avoir eu du plaisir, mais de vivre la sexualité d'un adulte à un âge que tu n'es pas à l'âge d'avoir de la sexualité avec des adultes. Tu as peut-être l'âge d'avoir de la sexualité avec des gens de ton âge, mais ça peut causer des problèmes. C'est quoi? Hypersexualisation trop rapide? En fait, développer des comportements d'adultes? Ça peut être très variable d'un jeune ou d'un homme à l'autre, les conséquences qu'ils vont développer. Mais effectivement, il y a certains gars qui vont avoir été abusés, par exemple, par des gars plus âgés, pas nécessairement adultes, mais plus âgés quand même de façon significative, qui vont, parce qu'ils ne veulent pas s'identifier comme homosexuels ou bisexuels, et peut-être parce qu'ils n'ont aucunement cette orientation sexuelle-là, vont se mettre à multiplier les relations sexuelles avec différentes femmes, avec différentes filles. Je vais vous montrer, moi, que je suis pas gay, là. Mais, pas rien pour démontrer aux autres. Là, j'exagère en passant. Mais pour se démontrer à eux autres mêmes, qui ne sont pas gays, qui sont hétérosexuels, etc., et qui font partie de l'image qu'on a sociale, qu'un homme, premièrement, ça veut tout le temps avoir du sexe. Ça, c'est un mythe. Et qu'un homme, c'est normal que ça ait plusieurs conquêtes féminines, etc. Mais c'est pas la réalité. Donc, c'est pas parce que même tu es hétérosexuel que nécessairement tu vas vouloir avoir plusieurs femmes ou que tu vas vouloir avoir tout le temps du sexe. C'est vraiment une fausse croyance, mais qui vient jouer aussi sur le questionnement, j'ai-tu vraiment été abusé? Parce que si je m'identifie à l'image d'un homme tel que je l'entends dans la société, normalement, je serais supposé aimer ça, le sexe, puis avoir beaucoup de relations sexuelles. Fait que, si on m'en propose, je vais accepter même si ça ne me tente pas. Parce que je veux correspondre à cette image-là. Mais si j'accepte et que ça ne me tente pas, ça se peut qu'à ce moment-là, je sois victime d'un abus sexuel. OK. Fait que je comprends. Évidemment, moi, je ne veux pas mettre les hommes contre les femmes, mais au niveau des statistiques, combien de femmes vont avoir vécu un abus sexuel?
Par rapport aux hommes? C'est-tu plus vrai? Statistiquement, on dit que c'est une femme sur 3, une femme sur 4 là, qui, dans la région, à Mauricie-Centre-du-Québec, aurait été victime d'un abus sexuel. Soit à l'enfant mineur ou majeur. Là. Souvent, chez les femmes, c'est à l'adolescence puis à l'âge adulte que ça se passe, alors que chez les hommes, c'est vraiment à l'enfance ou à l'adolescence. OK. Ouais. Parce qu'évidemment, bon, il y a un aspect physique aussi. Là, le gars est plus habilité à se défendre quand il s'est rendu un homme. Là. Mais quoi qu'il Oui, mais ça aussi, c'est un mythe. Il peut y avoir des viols entre hommes. De l'idée aussi. qu'un abus sexuel, nécessairement, on peut se défendre de ça. C'est Fait que là, pas tu toujours... Tu mets à l'ordre, c'est correct. Ça. Ce que je viens de dire, là, c'est un préjugé. Oui, OK. effectivement, c'est un préjugé. Merci de me le dire. Je vais essayer de ne plus l'entretenir. Surtout qu'il y a beaucoup d'hommes adultes, par exemple, qui se disent « ben moi, ça se peut pas que j'aie été abusé sexuellement. Je suis fort, je suis capable de me défendre et tout ça. » Sauf qu'on ne prend pas en considération dans ce temps-là le rapport de force qui peut être différent, mettons que je suis en face d'une autorité. Ouais. Même si je pèse 250 livres, j'ai 15 ans, je suis face à mon entraîneur qui en pèse 150, puis il m'enferroire. Puis qui vient jouer aussi sur peut-être mes ambitions. Si je suis un athlète, par exemple, puis effectivement que mon entraîneur me demande d'avoir des rapports sexuels pour pouvoir performer, puis tout ça, pour que je puisse aller plus loin, puis peut-être aller même aux Jeux olympiques, ben ça se peut que j'accepte d'avoir des relations sexuelles avec, non pas parce que ça me tente, mais parce que si j'y dis non, ben il faut peut-être que je dise non à mon rêve qui est d'aller aux Olympiques. Ça, donc, il y a une emprise psychologique ou ça peut être aussi lors de moments d'intoxication. Aussi. Je suis en état d'ébriété. Donc, des fois, j'ai pas nécessairement la conscience qu'il faut pour pouvoir consentir, justement. Okay. Puis, donc, on parlait d'une femme sur 3, une femme sur 4. Les hommes, on parle d'un homme sur 6. C'est quand même quelque chose. Ouais. Si on fait un calcul maison, donc on ne verra pas ça nécessairement là, dans les statistiques officielles, mais je m'étais amusé à faire le calcul là, avec une règle de 3, puis c'était à peu près entre 500 000 et 600 000 hommes québécois adultes qui auraient vécu à un moment ou un autre un abus à caractère sexuel. Puis un homme sur 6, dans les statistiques, quand on parle d'un homme sur 6, c'est un homme sur 6 qui l'a dévoilé. Fait qu'on peut à penser quelqu'un. que c'est un peu la pointe de l'iceberg. Puis on sait Surtout que c'est pas tous les hommes qui vont le dévoiler à qui que ce soit. Il y en a qui vont rester des années et des années avec ce secret-là et qui vont vivre les conséquences, justement, qui vont accumuler ces conséquences-là. Parce que souvent, une première conséquence paraît peut-être banale, mais que finalement, cette conséquence-là va amener d'autres problématiques qui vont faire que la vie de l'homme, à un moment donné, elle va devenir invivable. On en parle justement, tu m'amènes là, les conséquences. Oui. Les conséquences, c'est quoi? Bien, déjà en partant, chez la presque totalité des hommes qui ont vécu ça, c'est la honte, la culpabilité. Donc, sentiment de honte, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne d'avoir vécu cette situation-là. Parce qu'on a comme une fausse croyance encore là dans notre société que tout ce qui arrive parce que je le mérite. Okay. Donc, s'il m'arrive des mauvaises choses, ça doit être parce que je le mérite quelque part. Je suis une mauvaise personne. Moi. Puis là, tu l'intègres. Donc, puis, si je vis des abus sexuels, peut-être que c'est parce que je le mérite. Mais ça, c'est une croyance qui s'insinue tranquillement. Il y a une phrase qu'on entend parfois, il faut que la honte change de côté. Oui. C'est ça. C'est pas toi l'agresseur, c'est l'agresseur, c'est l'agresseur. Mais tout est là, l'agressé. on parle de culpabilité à ce moment-là. Okay. Parce que la culpabilité est plus en lien avec je ressens de la culpabilité d'avoir posé un geste ou de ne pas avoir fait quelque chose. OK, j'aurais dû me choquer, j'aurais dû me débattre, j'aurais dû y sacrer une volée, j'aurais dû fuir quand c'était le temps, j'aurais dû ne pas retourner vers cette personne-là. Donc, il y a plein de culpabilités comme ça qui peuvent être vécues par l'homme qui a été abusé sexuellement. Okay.
Donc, honte, culpabilité, puis là, ça, c'est une conséquence, mais Ouais. qui peut en amener d'autres. Là. Oui, qui Là, peut en on parle amener d'autres. d'alcool, on parle de drogue, Ouais. on parle de violence. Ça me tente de t'amener un peu vers le domaine du hockey. Moi, je suis un amateur de hockey, puis j'ai déjà remarqué, puis des brides d'informations, mais souvent des joueurs de hockey qui ont des tempéraments violents creusent un peu, puis tu trouves des abus sexuels. Il peut y avoir C'est pas tout des le abus temps. sexuels. D'ailleurs, au niveau des conséquences, il faut faire attention parce que au départ, là, quand on a fait la formation aux trousses que Karine parlait tantôt, pour les intervenants, pour accompagner les intervenants justement à mieux recevoir le dévoilement puis à mieux les accompagner, ces hommes-là, vers des services spécialisés comme le nôtre. Au départ, les intervenants voulaient savoir comment est-ce que je fais pour reconnaître qu'un homme a été abusé sexuellement sans que j'aie besoin d'y poser la question. Ça fait que c'est sûr qu'on va se tourner nécessairement vers les conséquences ou les manifestations qui peuvent vivre cet homme-là. Mais si on se tourne vers ces conséquences-là, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent être attribuables à d'autres types de problématiques, à d'autres traumatismes, par exemple. OK. Comme un homme qui est violent dans le hockey, peut-être que oui, ces comportements violents viennent, entre autres, d'un abus sexuel, mais peut-être qu'il vient aussi d'un vécu de violence au niveau familial, OK. quand il était très jeune, Qui avait pas ou nécessairement de une dimension peut-être sexuelle. totalement autre chose. OK. Non, je pensais à des cas, tu sais, on pense à Sheldon Kennedy qui est sorti publiquement, Théorène Fleury. Pour les plus vieux, on se rappellera de Steve Durbano. Là, on est des années 70, mais tu sais, moi j'écoutais un podcast sur Steve Durbano, puis tu sais, t'écoutes son histoire, là, puis là, il se bat, puis il se ramasse en prison, puis là, à la fin, oups, il était une fin de semaine avec un monsieur dans le bois. Puis là, tu sais, oups. Puis, je sais pas si c'était. Je pense que je t'en avais parlé quand on s'était vu à Wallinac, le film, c'est un autochtone qui joue au hockey. Oui, Cheval indien. Ouais, moi, ce film-là m'a troublé parce que tu vois dire, ah, enfin, tu sais, qu'un jeune autochtone, puis un adulte qui croit en lui, puis il l'aide à jouer au hockey, puis là, Ouais. il y avait juste une relation d'abus sexuel qui avait de ça. Puis tout au long du film, on se pose la question, pourquoi il va pas vers cette personne-là qui l'a encouragé, qui est ci, etc. Puis là, c'est comme, ah, OK, on comprend un peu mieux plus tard dans le film. Bien, justement, est-ce qu'il y a y a-tu des groupes ethniques, des milieux sociaux où on a plus de, j'allais dire le mot chance, c'est vraiment pas le Plus de bon mot, probabilité. de probabilité qu'il y ait des cas comme ça, des cas d'abus sexuels chez les hommes? Chez les Autochtones, entre autres, on va parler, dans les plus récentes statistiques que j'ai vues, on parle d'un homme sur 4 qui aurait vécu un abus sexuel. Donc, si dans la population en général, c'est un homme sur 6, bien, chez les Autochtones, on dit un homme sur 4. Donc, on augmente la probabilité encore. C'est l'isolement, c'est C'est beaucoup de proximité. C'est multifactoriel. OK. Puis, il y a aussi tout le phénomène des pensionnats. Oui, Il y a beaucoup qui est un d'hommes facteur. autochtones qui ont vécu les pensionnats et ils ont été abusés dans ce cadre-là particulier. D'ailleurs, j'avais vu une autre statistique qui mentionnait que de tous les contextes possibles et imaginaires, il y avait à peu près 22 % des Autochtones qui avaient été abusés sexuellement, spécifiquement dans le cadre des pensionnats. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Là, on parle de quand même près d'un homme sur 5, un homme sur 4. Là, Et conséquences sur des générations. On vit encore l'écho de cette bombe-là. Puis, encore là, par rapport aux statistiques, je rappelle que c'est les hommes qui ont bien voulu dire que ça leur est arrivé. Donc, ceux qui n'ont pas mentionné, c'est une autre proportion qu'on ne connaît pas. Là. Puis le dire, bon, j'ai été abusé, je vais devenir abuseur, c'est-tu une parole en l'air ou s'il y a c'est un mythe. Okay, parce que nous autres, en phase, on offre des services pour tous les hommes qui ont vécu des abus sexuels, peu importe s'ils ont commis ou pas de gestes à caractère sexuel eux autres mêmes. Parce que tu peux être agresseur et agressé. Et dans tout l'ensemble de notre clientèle, c'est pas la totalité, c'est pas la majorité, c'est même pas la moitié des hommes qui ont été abusés, qui ont commis des gestes. C'est environ autour de 17 %.
Fait que de notre clientèle. Là. Parce qu'on parlait de déclencheur tantôt. Est-ce que le fait de devenir père peut être un déclencheur? Parce que là, tu as un enfant dans la maison, puis là, tu te rappelles ton enfance à toi. Puis Oui, okay. effectivement. Un homme qui est père, puis que son enfant arrive à l'âge où lui, il a vécu les abus, des fois, ça peut être un âge où ce père-là va se retirer tout simplement des soins à l'enfant, des soins de proximité. Donc, pas de bain. Je donne plus le bain à mon enfant, je ne change plus de couche, par exemple, ou encore, j'y donne même pas de câlin parce que, justement, je veux pas que ça soit perçu par mon enfant comme étant un geste d'abus qui pourrait le traumatiser ou quoi que ce soit. Fait que donc, là, c'est peut-être si tu vois ça, ben, c'est peut-être le bon moment de dire ben, je peux aller chercher de l'aide. Là, parce oui, que c'est pas effectivement. Vrai que un agresseur sur le bord de faire une agression. Est-ce qu'il y a, bon, on parlait de violence, de drogue, d'alcool, tout ça, de comportements, des fois, qui sont très problématiques là, pour l'homme, puis son entourage aussi. Bien, il y a certains hommes qui vont malheureusement commettre des délits autres que sexuels, mais qui vont les amener, par exemple, en prison, qui vont agir de la délinquance, qui vont faire de la violence sociale, donc qui vont se battre avec d'autres personnes pour différentes raisons. Il y a un mal-être qui s'exprime. Ouais. Puis, as-tu des statistiques, d'exemple, les prisonniers, les gens en prison? Non, hommes, ça, j'ai pas de statistiques. On peut penser que la proportion est plus élevée que dans la population générale. On pourrait penser, mais sauf qu'il n'y a pas de statistiques claires. On avait regardé un peu, voir si on trouvait des statistiques à ce niveau-là, mais j'en avais pas trouvé en tant que tel, puis mes collègues n'en ont plus. Karine, comme toi, Jimmy, vous côtoyez des gens qui ont été chercher de l'aide, puis qui se sentent beaucoup mieux, qui disent « Hey, Colin, j'aurais dû le faire avant ». Mais c'était quoi le frein à attendre? Où il y a des gens qui nous regardent et disent « Non, moi jamais, c'est enfoui, puis j'ai pas tant de problèmes que ça ». C'est quoi qui fait qu'on ne divague pas? Moi, je trouve ça intéressant, comme on t'a parlé un petit peu plus tôt, les organismes pour les femmes, ça fait longtemps que c'est mis en place et tout ça, puis justement, le but dans tout ça, c'est pas d'essayer de comparer les femmes et les hommes et tout ça, parce qu'à la base, même avec d'autres organismes comme les CALAC, qui sont un peu le même type de mission que nous, on travaille pour la même mission, dans le fond, des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, puis le fait d'avoir un organisme justement spécifique pour les hommes, enfin, ils se reconnaissent, ils savent qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Donc, c'est sûr que la prévalence ne sera jamais la même, là. Ça reste que oui, ça arrive beaucoup plus souvent au niveau des femmes, mais de sentir que les hommes ont leur place là-dedans, puis ils peuvent se reconnaître entre eux aussi, puis aller chercher du soutien spécifique en eux. Pour eux, je veux dire, dans notre organisme, je pense que c'est déjà un pas de plus pour les aider à venir vers nous là-dedans. Là, parce que c'était un frein qu'il n'y ait pas d'organisme ou qu'on entende peu parler. Parce que oui, je veux un problème, mais c'est où que je vais? Je ne vois pas, tout ça. Défaire la famille. Si j'ai été abusé par mon père, je m'en vais chercher de l'aide, ça se pourrait que je sois obligé de porter plainte à la police, je ne veux pas te défaire, là, ça va bien. D'ailleurs, ça fait partie des freins aussi, la peur de devoir faire une démarche en justice. Okay. Il y a des hommes qui ne vont pas consulter parce qu'ils ont peur qu'on les invite, qu'on les incite à aller porter plainte, alors que non. Nous autres, on fait pas ça. On regarde, c'est quoi ton besoin? Comment est-ce qu'on peut t'aider là-dedans? Comment on peut te soutenir? Oui, il y a des hommes qui veulent porter plainte puis qui ne savent pas trop comment s'y prendre. À ce moment-là, on peut leur donner une aide par rapport à un accompagnement par rapport à ça. Mais essentiellement, on va les orienter peut-être plus vers les CAVAC, qui, eux autres, sont beaucoup plus spécifiques. Ils sont habitués de travailler avec la justice par rapport à ça. Mais les hommes ne sont pas obligés de porter plainte quand ils viennent vers nos services. Nous autres, on les prend là où ils sont. Ils ne sont pas obligés de tout nous raconter leur histoire dans le détail, comme Karine le mentionnait plus tôt.
ils sont capables de nous dire juste une petite partie, on va travailler avec cette partie-là. Déjà de nommer, même si c'est Ouais. un élément qui est petit, mais déjà de le dire. Puis il y a peut-être des gens, des hommes qui ne l'ont jamais dit à personne. C'est quand même quelque chose de poser, de dire, moi j'ai été victime d'abus sexuels. Oui, d'ailleurs, on a peut-être, ça c'est peut-être plus rare, là, mais on a eu au moins un homme dernièrement que lui, son besoin, c'était uniquement d'en parler à quelqu'un. Il y avait. OK. De juste parler de ce qu'il avait vécu. Puis après ça, c'était correct qu'il quitte, qu'il n'avait pas besoin plus que ça. OK. Pour une Mais fois pour dans sa vie, d'autres, il l'a dit. Ouais. il y en a qui ont besoin un peu plus. Par exemple, de gérer un peu plus les émotions, que c'est plus difficile. Souvent, ils vont vivre beaucoup, beaucoup de colère. Ou encore d'émotions qui sont envahissantes, de choses qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Ça fait que ça, on peut aider à ce niveau-là. Puis, on a adapté beaucoup nos services, justement, spécifiquement aux hommes. Ouais. Parce que des fois, on dirait la colère et la violence, des fois, le monde, on dirait qu'on confond ça, puis tu sais, on démêle ça. Puis, tu Tu as sais, le nous, on droit les a- d'être en Exact- maudit. Exactement, tu sais. Ouais. Puis tout ce qu'on met en place aussi, vraiment, quand il vient chercher les services, c'est dans le fond, tous nos locaux sont dans des endroits où est-ce que on n'est pas affiché dehors que ça en passe. Il y a d'autres entreprises dans les locaux, tout ça. Fait que souvent, les gens rentrent là, puis ils peuvent aller pour faire leurs impôts, pour aller faire, je sais pas, aller voir le podium, peu importe, mais tu sais, c'est pas relié nécessairement à ça. Fait que ça, déjà, ça sécurise les hommes. Même s'ils laissent mettons, un message, bon, on s'assure qu'ils veulent être, tu sais, est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Est-ce que c'est correct de laisser un message? On s'assure vraiment de mettre, tu sais, que ça soit sécuritaire, confidentiel, tu sais, quand ils viennent chercher de l'aide, justement, pour être certain que s'ils ne veulent pas que la famille tu sais, soit au courant, bien vraiment, tu sais, on s'assure que ça soit fait. Des fois aussi d'adapter au niveau des heures. Tu sais, c'est sûr qu'on est du lundi au vendredi, des heures régulières, mais des fois, même l'homme, juste d'aller demander un congé à son employeur pour venir à un rendez-vous, c'est déjà trop prenant pour lui. Il ne veut pas justifier, mais on va s'adapter aussi à son horaire. Tu sais, on est capable de, justement, des fois, on rencontre les hommes un peu plus tard en soirée, tout ça, parce qu'on sait que pour eux, c'est la manière qu'ils vont aller chercher de l'aide, puis tu sais, c'est nous qui s'adaptons à eux et non l'inverse. Puis, tu sais, l'employeur, puis tu sais, tu demandes un congé. Moi, je pense que tu dois demander un congé. Puis, tu sais, l'employeur, tu sais, le gars, il demande jamais de congé, puis il en demande un une fois. Tu peux lui donner. Même s'il n'a pas la jambe cassée. Il a peut-être la jambe cassée dans sa tête. Là. Ouais. Puis, y a-tu, tu sais, la peur de l'homme de dire, ben là, je n'irai pas te broyer devant quelqu'un. Puis, parce que, tu sais, les hommes, quand on a mal, tu sais, des fois, on s'empêche de pleurer, on s'empêche d'exprimer notre tristesse, notre peine, puis tout ça. À un moment donné, ça se peut broyer. Ouais. C'est pas grave. Là. Puis une autre peur qui peut être présente aussi, c'est si j'en parle, ça va devenir trop concret. Ça va devenir trop comme si je le revivais à nouveau. Puis ça peut être une peur, là, justement, de retomber dans quelque chose qui fait mal. OK. On vit avec ça. On s'est habitué pendant un certain temps de notre vie avec différentes manières. Puis, il peut y avoir des hommes qui vont avoir peur d'aller chercher de l'aide parce que s'ils en parlent, ben peut-être que ça va faire trop mal puis que là, ils seront plus capables de le gérer. OK. Sauf que on va les accompagner aussi là-dedans. Ben oui. On va leur montrer des moyens, justement, pour s'adapter, pour que ça soit plus gérable au quotidien. Tantôt, je parlais de l'employeur, Jimmy, puis ça me tente d'élargir aux proches, à la société en général. Comment qu'on peut être plus réceptif à détecter, accompagner, s'il le désire, mais des hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles? On pourrait-tu être plus accompagnant, plus facilitant dans cette problématique-là? On peut l'être, effectivement. Déjà, juste de faire la même chose que pour n'importe quelle victime d'abus sexuels. Il y a des choses de base qu'on peut faire, peu importe le sexe de la personne, le genre de la personne, juste le fait de croire la personne. C'est déjà très aidant. Mon rôle, quand une personne vient me parler qu'elle a vécu un abus sexuel, c'est pas de savoir si oui ou non c'est réel. Cette personne-là est en train de me dire qu'elle a vécu quelque chose de difficile, puis qu'elle a besoin d'aide. Donc,
comment est-ce que je peux l'aider là-dedans? Des fois, juste de l'écouter par rapport à ce qu'elle a vécu, ça peut être déjà quelque chose d'aidant. Sans avoir de jugement, sans proposer de solution tout de suite. Parce que des fois, la personne a juste besoin de sortir une pression qui est présente, qui est due au secret qu'elle porte depuis longtemps. Oui, ça se peut que ça germe depuis 40, 50 ans, 60 ans. Ouais. Là. Fait que là, tu laisses là. C'est quoi qu'ils disent? Là, c'est quoi de l'accueil inconditionnel? C'est ça, de l'accueil inconditionnel? Ouais. Tu reçois ça. De l'amener aussi, ben, je ne veux pas présumer, mais exemple, de diriger vers des aides professionnelles aussi. Ben oui. J'accueille ça comme proche, ben là, tu sais, oui, je peux t'aider, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, mais justement, voici en phase. Ça Ouais. peut être, ou aller voir un psychologue, aller voir un psychiatre. Parce qu'il faut comprendre aussi ses limites à donner de l'aide aussi. Oui. Oui, puis je pense que ça confronte quand même certaines personnes qui reçoivent un dévoilement. Oui. Tu sais, on va avoir de la bonne volonté, ça reste que des fois, ça se confronte à nos propres valeurs nous-mêmes aussi. Donc, tu sais, c'est pour ça que la sensibilisation à la population même générale, bien, ça fait en sorte que, tu sais, ça se peut que toi-même, ça te shake peut-être d'avoir un dévoilement comme ça, mais si tu sais au moins de dire, regarde, je connais une ressource, par exemple, que je pense que ça serait bien pour toi de parler puis d'aller consulter, bien déjà là, c'est un autre pas de plus, là, justement, pour diriger la personne. Puis, comme tu disais, d'accueillir un homme victime comme n'importe quelle victime. Je te crois. Que la société soit ouverte à qu'un homme exprime un besoin d'aide aussi, de sortir de notre machisme, là, que l'homme il est fort, puis il est tough, puis il n'a pas besoin de personne. C'est pas vrai, là, c'est pas vrai du tout. Ah, c'est intéressant. J'en profite. Y avait-tu d'autres éléments, Jimmy, que tu voulais apporter au niveau de... Ben sinon, on a fait un guide aussi de sensibilisation pour les proches des hommes qui ont vécu un abus sexuel. Oui, j'en ai justement. Puis, très bien fait, très synthétisé. Puis ce guide-là est sur... je pense qu'ils peuvent y avoir accès via notre site Internet. Oui. Donc, il est en ligne. Si on est un proche puis qu'on veut peut-être en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que je peux faire pour aider un homme qui, je pense, pourrait avoir vécu un abus sexuel, bien, on peut aller consulter ce guide-là. Sinon, on peut nous appeler directement aussi. Parce qu'on offre le soutien aux proches. On peut les accompagner là-dedans aussi par rapport à leur questionnement. Puis toujours se rappeler, Karine, tu l'as mentionné, Karine Vallière, qui est directrice générale d'Emphase, l'aspect de la gratuité. Tout à fait. L'aspect aussi de la confidentialité. Ça, on le dit, on le répète, c'est très important. Je m'en voudrais de ne pas vous redemander encore les coordonnées s'il y a des gens, des proches, des gens qui ont des hommes qui ont été victimes, des jeunes aussi, même des femmes. Hein. Bon, on peut élargir. Comment on fait pour, bien évidemment, c'est une femme, ce ne sera pas en phase, là, mais en phase, si homme, jeune homme, enfant, comment on vous contacte? Donc, facilement, c'est sûr, sur notre site Internet, on trouve toutes les informations de contact, mais numéro de téléphone. Pour tous nos points de service, on a le même numéro de téléphone. En fait, là, c'est le 819-519-4273. Sinon, notre courriel aussi qu'on peut communiquer à info@emphasemcq.org. Sur le Facebook aussi, directement, on peut aller par le Messenger quand il y en a qui se sentent à l'aise aussi de cette manière-là. J'ai-tu oublié d'une autre manière à part ça, Jimmy aussi? Je pense que c'est principalement comme ça qu'on peut nous rejoindre. La ligne sans frais 1-855-519-4273. Puis de parler. C'est Ouais. déjà d'accepter de parler, d'accepter qu'on a besoin d'aide. Hein? Dans la vie d'info, on a besoin, dans plein de domaines, puis dans celui-là. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Karine Vallière et Jimmy Simard de Emphase, qui offrent des services pour les hommes agressés sexuellement dans l'enfance à l'ensemble de la Mauricie et du centre. Merci à tous.
with or without you, with or without you. Through this storm we reach a shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body is bruised. She's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can't live with or without with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you, with or